Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons aujourd'hui faire un bilan des actualités du devoir de vigilance en France du premier semestre 2023. Alors en cette période de rentrée, je voulais revenir avec vous brièvement sur un peu des bilans à mi-année de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne le devoir de vigilance, puisque cette année a été riche en actualités et nous en entendons encore pour la fin de cette année. Alors ce bilan, nous allons le faire en deux temps, donc en deux épisodes de podcast, puisqu'il y a deux grands volets que je voudrais aborder avec vous. Le premier concerne la France et les évolutions liées au contentieux sur le devoir de vigilance français. Et le deuxième, plus sur les évolutions réglementaires européennes qui sont connexes à ce devoir de vigilance et qui fera donc l'objet d'un deuxième épisode de podcast dans 7 jours. Alors concernant les actualités françaises et les actualités liées au contentieux en France sur le fondement du devoir de vigilance. D'abord un petit rappel sur les actions judiciaires possibles au titre de la loi française sur le devoir de vigilance. Donc nous avons deux actions judiciaires possibles. Une première action qui est plus une action en injonction, qui est indépendante de tout dommage et qui permet à toute personne justifiant d'un intérêt à agir de mettre en demeure une entreprise sur le fondement de la loi française sur le devoir de vigilance en expliquant pourquoi, selon elle, l'entreprise ne s'est pas conformée à ses obligations de vigilance. Et cette mise en demeure, elle est fondée par rapport à ce que l'entreprise publie, donc le plan de vigilance qui est publié annuellement dans son rapport de gestion, ou évidemment sur le fait qu'elle n'a pas publié de plan de vigilance. Et donc suite à cette mise en demeure qui se traduit en pratique par une lettre envoyée au PDG de l'entreprise souvent, l'entreprise a 3 mois pour répondre et si elle ne le fait pas ou si l'organisme qui avait mis en demeure considère que la réponse n'est pas satisfaisante, eh ben, elle peut saisir le juge, donc le tribunal judiciaire de Paris, et assigner l'entreprise par rapport à cette action en injonction. La deuxième action possible par rapport au devoir de vigilance, c'est là dans le cas d'un dommage, et donc c'est une action en réparation, et ça renvoie vers la responsabilité civile de droit commun de l'entreprise. Et dans ces cas-là, les victimes alléguées donc, pourront saisir toujours le tribunal judiciaire de Paris pour manquement à l'obligation de vigilance et devront prouver la faute, le dommage, le préjudice subi et surtout le lien de causalité entre la faute au devoir de vigilance, de la faute de l'entreprise et ce dommage. Donc nous avons deux actions prévues par la loi. Et je vais y revenir sur un peu les différences entre ces deux actions. Aujourd'hui, il y a une douzaine de contentieux connus au titre du devoir de vigilance, donc une douzaine d'assignations contre les entreprises. Alors, on ne va pas détailler toutes les affaires ici, mais je vous mettrai le lien vers le radar devoir de vigilance qui reprend toutes ces actions et qui les présente. Si on doit faire un peu des grands enseignements de ces contentieux, c'est que ce sont encore aujourd'hui des contentieux portés par des ONG, très majoritairement des ONG, donc initiées à la loi de devoir de vigilance, et ce sont aussi pour un certain nombre d'entre eux des contentieux plutôt stratégiques qui visent des contentieux de cause et qui visent à cibler les grandes entreprises de certains secteurs pour un objectif affiché, de faire évoluer les pratiques. Si on regarde maintenant un peu le contenu des affaires, donc on voit qu'il y a près de la moitié, un peu moins de la moitié des affaires qui concernent vraiment des projets plus opérationnels qui sont liés à des activités de filiales, donc à des atteintes alléguées à des droits de l'homme, à des droits des communautés ou à des droits des travailleurs, mais vraiment par rapport aux activités internes d'une entreprise française et donc de ses filiales à l'étranger. On a aussi deux contentieux qui sont plus par rapport à cette fois-ci, le côté approvisionnement est lié à des pratiques de fournisseurs.
Et on a aussi 3 contentieux qui, là, visent pas à interroger des pratiques particulières de l'entreprise et donc des manquements, on va dire, opérationnels ou liés à des fournisseurs spécifiques, mais plutôt la stratégie globale de l'entreprise, la stratégie environnementale de l'entreprise, et donc qui attaque sur la non-stratégie ou l'insuffisance de la stratégie liée au changement climatique, par exemple, à la déplastification ou au financement des énergies fossiles pour une assignation qui concerne BNP Paribas. Donc il y a vraiment différents types, on va dire, de faits à l'origine des assignations liées au devoir de vigilance. Notez quand même que sur la dernière année ou le début d'année et la fin de l'année dernière, il y a eu plusieurs mises en demeure, et ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent, des mises en demeure et des assignations liées aux banques. Et donc le secteur bancaire est aussi visé des actions contentieuses au titre de la loi française sur le devoir de vigilance. Et donc l'idée est d'aller challenger ces banques sur les activités ou les entreprises qu'elles ont financées, et donc vraiment liées à leur activité de financement, et donc à la partie plus qu'on appelle plus aval, et à l'usage finalement de leurs produits ou services de financement. Là, la loi française donc date de 2017, et il y a eu tous les contentieux, autour des contentieux, il y a eu des questions liées à la compétence des tribunaux dans les premières années, donc ça nous a pas permis d'avoir des décisions véritablement de fond, jusqu'à ce que la loi tranche et dise que toutes les affaires relatives à la loi française sur le devoir de vigilance devaient être traitées par le tribunal judiciaire de Paris. Donc ça, c'était en décembre 2021. Ensuite, on a eu l'année 2022 où là, les affaires qui étaient en cours sont arrivées finalement devant le tribunal judiciaire de Paris, et qui a proposé systématiquement des médiations, et qui donc a renvoyé les affaires vers des médiations qui ont été très majoritairement refusées par les ONG de demanderesses. Et donc je vais revenir après sur ces affaires donc, qui aujourd'hui ont donné lieu à des décisions. Mais il y a quand même eu, et ça on l'a appris récemment, il y a eu un communiqué des ONG, une affaire dans laquelle la médiation a été non seulement acceptée, mais a été un succès. C'est l'affaire Idemia. Donc, je vais vous la développer un peu parce qu'elle est en fait assez intéressante. Donc, l'affaire Idemia, c'était donc l'entreprise française Idemia qui avait conclu un accord donc avec le gouvernement kényan pour lui fournir des équipements matériels dans le cadre de la mise en place d'un système d'identification numérique, biométrique, donc organisé par le gouvernement. Et ce système a été, au Kenya, donc a été vivement critiqué par les ONG et de défense des droits de l'homme, parce que le système d'identification donc biométrique n'apportait pas des garanties suffisantes, notamment sur la conservation et l'usage de données, et avait pour conséquence des discriminations dans l'accès contre certains groupes de la population. Et donc, face à ça, les ONG ont été mettre en demeure Idemia, donc société française, pour avoir finalement participé à ce système d'identité controversé donc au Kenya, en vendant donc au gouvernement des équipements, du matériel. Et là, on est vraiment sur la partie aval, qu'on appelle aval du devoir de vigilance, puisque c'est vraiment mettre en cause l'entreprise par rapport à l'usage qui a été fait de ces produits vendus, donc une fois que le produit a été vendu, et donc l'usage qui a été fait par le gouvernement kényan en l'occurrence. Et donc ces ONG qui ont mis en demeure l'entreprise Idemia soutenaient que finalement c'était l'absence d'une cartographie appropriée, une cartographie des risques droits humains et l'insuffisance des mesures donc de gestion de ces risques qui n'avaient pas permis de s'assurer que les produits vendus par Idemia n'étaient pas détournés ou n'avaient pas contribué à des violations de droits de l'homme. Là, après ces mises en demeure, donc en juillet 2022, les plaignants ont assigné Idemia devant le tribunal judiciaire de Paris, comme je l'ai dit, ce qui a déclenché une procédure de médiation. Et donc, on a appris très récemment que un accord avait été trouvé dans le cadre de cette procédure de médiation, que ça l'avait réussi. Et il y a un communiqué des ONG donc, qui date du 1er août dernier, qui ont salué les améliorations, la médiation et le fait qu'elle avait pu permettre à Idemia d'améliorer son plan de vigilance. Et donc, si on regarde effectivement le dernier plan de vigilance d'Idemia, et je vous encourage à aller le faire, il y a plus d'éléments sur les garanties apportées sur la partie aval et donc liées à l'usage de ces produits, etc. Mais c'est à ce jour la seule médiation au titre du devoir de vigilance qui a réussi, en tout cas médiation connue. Donc comme je l'ai dit, dans les autres affaires, les demanderesses ont refusé les médiations et donc nous arrivons à ce premier semestre 2023
où il y a eu les premières décisions judiciaires en matière de contentieux devoir de vigilance, sur lequel je vais revenir. Nous avons eu 3 décisions, donc une dans l'affaire Total contre Ouganda, une dans l'affaire Veolia ex-Suez sur un incident au Chili, et une en juillet dernier contre Total Energy encore sur la question de sa stratégie climatique. On vous mettra le lien vers les décisions pour celles qui ont été publiées et rendues publiques par les ONG. Ce que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est un peu où nous en sommes et les grandes lignes de jurisprudence dessinées par ces décisions. Ce sont 3 décisions d'irrecevabilité. Ça veut dire que ce sont 3 décisions qui ont déclaré irrecevable l'action des ONG en l'occurrence. Et pourquoi elles ont été déclarées irrecevables ? En partie parce que les juges ont considéré que le mécanisme de la mise en demeure qui est prévu par la loi française sur le devoir de vigilance, la façon dont les entreprises ont été mises en demeure par rapport à quel plan, etc., et les mises en demeure effectives n'étaient pas conformes à l'esprit de la loi et à la loi en elle-même, et donc devaient mener à des décisions d'irrecevabilité. Les juges ont considéré que le fait que le législateur ait prévu un processus avec la mise en demeure et après, dans les 3 mois, la possible assignation, était une volonté explicite qu'il y ait une période de discussion, que les parties prenantes de l'entreprise devaient utiliser et l'entreprise elle-même évidemment devait utiliser cette période pour dialoguer, que c'était une volonté explicite du législateur. Et donc à partir de là, pour que ce dialogue puisse être effectif et dans un but évidemment d'éviter l'assignation et de se mettre d'accord sur ce que l'entreprise devrait faire au titre de ce devoir de vigilance, il fallait déjà, première chose, c'est que la mise en demeure porte sur le dernier plan de vigilance publié par l'entreprise, et il se trouve que dans les affaires en question au titre du devoir de vigilance, dans beaucoup de cas, la mise en demeure, l'assignation avait été faite assez longtemps après la mise en demeure et donc ne portait pas sur le dernier plan de vigilance publié par l'entreprise. Donc ça, c'est une première chose, c'est la corrélation entre les plans visés par la mise en demeure et les plans de vigilance visés par l'assignation. Et dans la décision, les dernières décisions, et notamment celle dans l'affaire contre Total Energy sur le changement climatique, le juge va encore plus loin. Il dit que non seulement ça doit être sur la même mise en demeure, mais que la mise en demeure doit être précise pour que l'entreprise soit à même de pouvoir répondre exactement à ce que les ONG ou les personnes lui reprochent, et suffisamment précise qu'elle doit déjà prévoir tous les motifs finalement de changement et tout, et ça doit être similaire aux motifs demandés par la future assignation, ce qui n'était pas le cas, et que dès lors, il n'avait pas été possible à l'entreprise de répondre exactement, puisqu'elle ne savait pas exactement à quoi ce qu'on lui demandait, et donc que l'assignation devait être considérée comme irrecevable par rapport au décalage avec cette mise en demeure. Donc, ce sont encore une fois des décisions d'irrecevabilité. Donc, elles ne nous permettent pas aujourd'hui, et c'est les seules décisions qu'on a au titre du devoir de vigilance, elles ne nous permettent pas aujourd'hui de d'avoir plus d'informations sur l'interprétation du fond, en fait, sur l'interprétation de l'obligation de vigilance, sur exactement ce que l'entreprise doit mettre en place pour avoir un processus de vigilance effectif. Par contre, elles nous informent sur le fait que on considère que ce dialogue avec les parties prenantes est important, que c'était une volonté explicite du législateur. Et la première décision Total Ouganda, donc il a été la première qui date du 28 février, allait même plus loin dans ses motifs et dans des explications, puisque il disait que la volonté d'un processus collaboratif d'élaboration du plan de vigilance était donc voulu par le législateur, et qu'il avait eu l'intention de voir le plan de vigilance élaboré dans le cadre d'une, et je cite, une co-construction et d'un dialogue entre les parties prenantes de l'entreprise et l'entreprise elle-même, et donc que cette co-construction du dialogue était une condition de l'effectivité de la démarche elle-même. Et là, ça a été posé en dehors même de cette question de la mise en demeure, et donc à l'inverse, ça pourrait aussi, à contrario, se retourner un peu contre les entreprises qui
aujourd'hui, on le sait, ont beaucoup de mal à co-construire ce plan avec leurs parties prenantes. Et donc, vous pourrez leur indiquer que, du coup, la démarche n'est pas assez effective et ça pourrait être utilisé aussi contre elles, même si là, aujourd'hui, ça leur profite plus puisque ça permet de déclarer irrecevables les assignations pour le moment du fait de ce manque de concertation. Alors, la suite, c'est quoi ? Donc, on attend encore d'autres décisions d'ici la fin de l'année par rapport au devoir de vigilance. Donc, il y a une décision qui va arriver a priori en septembre, enfin, en tout cas, une audience qui doit être prévue en septembre contre La Poste. Donc, là, c'est une question de sous-traitance en France, donc des allégations d'atteinte aux droits des travailleurs chez des sous-traitants de La Poste en France, donc qui est porté par un syndicat. C'est le seul contentieux qui est porté par un syndicat. Donc on attend l'audience et on attend aussi une audience d'ici la fin de l'année dans le contentieux Casino qui là porte sur des questions de pratiques de fournisseurs dans les chaînes d'approvisionnement bovins au Brésil. Et donc on va voir dans quelle mesure les juges vont aller dans le même sens que les premières décisions, encore une fois, d'irrecevabilité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2 actions judiciaires au titre de la loi française sur le devoir de vigilance. Et la deuxième, c'est une action en responsabilité civile, donc, qui permet, en cas de victime, qui leur permet d'aller directement saisir le tribunal judiciaire de Paris. Cette action évite ces questions de mise en demeure, puisque c'est une action différente, et donc permet directement d'aller assigner l'entreprise devant le tribunal judiciaire de Paris. C'est ce qui a été utilisé notamment dans une autre affaire contre l'entreprise Rocher pour des allégations de violation des droits des travailleurs, notamment de femmes et d'atteinte à la liberté syndicale dans une filiale de Rocher en Turquie. Et donc là, on n'a pas eu ces questions de process de mise en demeure et donc l'ONG et les victimes ont pu aller directement devant le tribunal judiciaire de Paris. Et c'est ce qui a été fait aussi, donc suite à la décision d'irrecevabilité de Total en Ouganda, les victimes et leurs représentants ont décidé d'utiliser la deuxième action sur le fondement du devoir de vigilance et donc fin juin dernier ont assigné Total Energy toujours pour les mêmes faits d'allégation de violation des communautés locales sur des projets en Ouganda, mais cette fois-ci au titre de leur responsabilité civile. Donc c'est a priori sur ce fondement de la responsabilité civile qu'on aura plus d'informations de fond sur comment interpréter cette loi et surtout quels manquements au devoir de vigilance et on verra comment les juges vont qualifier ce manquement au devoir de vigilance et derrière, donc, ça nous permettra de définir mieux l'obligation de vigilance. Donc, affaire à suivre. Notez cependant qu'il va y avoir, donc on en a déjà parlé, une future directive européenne sur le devoir de vigilance et que ça va mettre en place une autorité de suivi tout en gardant cette question de la responsabilité civile qui sera donc confiée au juge et donc il est très fort probable que cette autorité de suivi, ce soit elle finalement qui soit amenée à juger de la qualité d'un plan, à remplacer un peu cette première action que je vous ai dite, qui consistait en la mise en demeure, et après l'assignation, cette action en injonction, cette action indépendamment de tout dommage, mais qui permet d'aller mettre en cause une entreprise parce que ce qu'elle publie n'est considéré comme pas conforme. Donc finalement, avec l'arrivée de la future directive européenne sur le devoir de vigilance, on aura une meilleure peut-être distinction entre l'action en injonction qui est aujourd'hui prévue et devant le juge, mais qui sera sûrement plus préemptée par l'autorité de suivi, et l'action en réparation au niveau de la responsabilité civile qui, là, bien sûr, appartiendra au juge. Voilà pour aujourd'hui, pour ce premier podcast sur un peu un bilan sur les actualités de devoir de vigilance. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un second podcast qui est là plus consacré sur les actualités européennes. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.